Le froid pénétrait par les étroites fissures des murs de pierre du château de Tordesillas. Dans la chambre mal éclairée, une femme de 50 ans, aux cheveux gris et en désordre, errait comme un fantôme. Ses yeux, autrefois vifs et perspicaces, ne transmettaient plus que le vide de 2 décennies d'enfermement. Jeanne de Castille, héritière légitime du plus grand empire chrétien de son époque, était devenue prisonnière dans son propre royaume. Les tapisseries déchirées pendaient aux murs humides, témoins silencieux de ses accès de fureur. Le sol de pierre, recouvert d'une fine couche de paille sale, étouffait ses pas errants durant les longues nuits d'insomnie. Les serviteurs, peu nombreux et contrôlés, évitaient son regard. Les rares fois où elle parlait, sa voix rauque résonnait dans les couloirs vides, récitant des prières en latin ou appelant Philippe, son mari bien-aimé et défunt. Les gardes postés à sa porte n'étaient pas là pour sa protection, mais pour son contrôle. Chacun de ses mouvements était surveillé, chaque parole rapportée, chaque geste analysé à la recherche de signes de la prétendue folie qui justifiait sa captivité. Les fenêtres grillagées ne permettaient qu'un aperçu du ciel espagnol, le même ciel sous lequel elle avait un jour régné. La chambre qui était sa prison contenait les restes détériorés de son ancienne vie royale. Un miroir brisé reflétait son visage en fragments, comme s'il symbolisait sa propre identité brisée. Sur une table en chêne sculptée, des lettres jamais envoyées accumulèrent la poussière, des messages désespérés pour ses enfants, des suppliques à l'empereur Charles, son fils aîné qui la maintenait captive. Ces journées suivaient un rituel immuable de prières forcées et de repas chronométrés. Le son des cloches de la chapelle proche marquait les heures avec une régularité cruelle, lui rappelant constamment son existence suspendue dans le temps. La nuit, quand les couloirs s'assombrissaient, ses cris occasionnels résonnaient dans le château, effrayant les jeunes gardes qui ne s'étaient là pas encore habitués à sa présence spectrale. La reine qui avait un jour gouverné la Castille ne régnait plus que sur son propre isolement. Son monde s'était réduit à ses murs de pierre qui semblaient se refermer un peu plus chaque jour. L'air lourd portait l'odeur de bougies brûlées et d'encens, une tentative futile de masquer l'odeur de la décadence qui s'était installée dans chaque recoin de ses appartements. Dans la pénombre de sa captivité, Jeanne touchait occasionnellement la couronne qui n'existait plus, geste vide d'une royauté niée. Ses doigts traçaient des motifs invisibles dans l'air, comme si elle signait encore des décrets royaux. Les rares qui la voyaient dans ces moments juraient que son visage assumait une dignité ancienne, un aperçu fugace de la reine qu'elle avait été. Comment une puissante héritière des rois catholiques, éduquée dans les plus beaux arts de la gouvernance et destinée à unir des royaumes, avait-elle terminé ses jours dans cet exil forcé? Quelle série d'événements avait transformé une princesse brillante et cultivée en la prisonnière qui murmurait maintenant aux ombres? La réponse à ces questions se cachait dans une trame d'ambition, de trahison et de pouvoir qui avait commencé bien avant, quand le destin souriait encore à la jeune infante de Castille. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et de laisser un like. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'année était 1469 et la naissance de Jeanne ne provoqua pas grande émotion à la cour castillane. En tant que deuxième fille des rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, son destin semblait être celui d'une simple pièce sur l'échiquier des alliances matrimoniales européennes. Le XVe siècle touchait à sa fin, et la péninsule ibérique émergeait comme nouvelle puissance, unifiée sous le pouvoir de ses parents par l'union des couronnes d'Aragon et de Castille. Le monde médiéval dans lequel Jeanne grandit bouillonnait de transformations. Les anciennes structures féodales cédèrent la place aux monarchies centralisées. L'Église catholique exerçait un pouvoir absolu sur les consciences, tandis que l'Inquisition persécutait hérétiques et juifs. À l'horizon, le nouveau monde récemment découvert promettait des richesses inimaginables, et l'Empire ottoman menaçait les frontières de la chrétienté. Dès son jeune âge, Jeanne démontra une intelligence extraordinaire qui surprit même les tuteurs les plus exigeants. À 6 ans, elle maîtrisait déjà le latin avec une aisance qui rivalisait avec celle de clercs expérimentés. Son éducation, supervisée par la reine Isabelle elle-même, incluait philosophie, mathématiques, histoire et les arts complexes, de la diplomatie. Contrairement à ses sœurs, Jeanne manifestait un intérêt particulier pour les affaires d'État, s'asseyant fréquemment aux côtés de son père,
lors des réunions du Conseil royal. À 17 ans, sa première décision stratégique cruciale se présenta sous la forme d'un mariage arrangé. Philippe le Beau, héritier de la maison des Habsbourg et des riches territoires de Bourgogne, représentait l'alliance parfaite pour contenir l'influence française croissante. La rencontre initiale entre les jeunes gens à Lille, en 1496, transforma ce qui devait être seulement un accord politique en une passion dévorante. Philippe, avec sa beauté légendaire et son charme de courtisan, conquit immédiatement le cœur de la princesse espagnole. Jeanne s'adapta rapidement à la cour flamande sophistiquée. Sa maîtrise des langues, y compris le français et le flamand, impressionnait les nobles locaux. Son intelligence aiguisée et son éducation supérieure lui permettaient de naviguer avec aisance dans les jeux de pouvoir complexes de la politique bourguignonne. En quelques mois, elle avait transformé des rivaux potentiels en alliés loyaux. La mort prématurée de ses frères et sœurs aînés modifia drastiquement sa position. Jean, le prince héritier, succomba à une fièvre en 1497. Sa sœur Isabelle et le fils de celle-ci moururent en couches en 1488. Soudainement, Jeanne devint l'héritière présomptive des couronnes unifiées de Castille et d'Aragon, les royaumes les plus puissants de la péninsule ibérique. Cette élévation inattendue au statut d'héritière apporta avec elle de nouvelles responsabilités et défis. Jeanne et Philippe furent appelés en Espagne en 1502 pour être officiellement reconnus comme princes héritiers par les Cortes de Tolède. La cérémonie marqua l'apogée de son ascension politique. Devant la noblesse réunie, Jeanne prononça un discours en latin qui impressionna même ses critiques les plus sévères. Sa maîtrise de la rhétorique et sa présence majestueuse firent taire ceux qui doutaient de sa capacité à gouverner. La jeune femme, que beaucoup avaient sous-estimée, émergeait maintenant comme l'une des figures les plus puissantes d'Europe. Avec Philippe à ses côtés, Jeanne semblait destinée à hériter non seulement de l'Empire espagnol en expansion, mais aussi des vastes territoires des Habsbourg. Le couple représentait l'union de deux des dynasties les plus puissantes du continent. Une alliance qui promettait de remodeler la carte politique européenne. En ce moment de triomphe à Tolède, personne ne pouvait prévoir que les mêmes forces qui avaient rendu possible son ascension se retourneraient bientôt contre elle. Le pouvoir que Jeanne avait conquis éveillerait la jalousie et l'ambition de ceux qui lui étaient les plus proches, transformant des alliés en adversaires et l'amour en trahison. La mort de la reine Isabelle en 1504 marqua le début du règne turbulent de Jeanne. Les tours de la cathédrale de Medina del Campo sonnaient encore leurs cloches lorsque la nouvelle reine de Castille fut proclamée. Le royaume le plus puissant de la péninsule ibérique avait maintenant une nouvelle souveraine. Mais le pouvoir, réel, commençait déjà à glisser entre ses doigts avant même son couronnement. Philippe le Beau révéla rapidement ses véritables ambitions. L'homme que Jeanne aimait obsessionnellement se transforma en son premier et plus dangereux adversaire. Tandis que la reine tentait d'établir son autorité en Castille, son mari négociait secrètement avec la noblesse locale, achetant des loyautés avec des promesses de titres et de terres. Le Beau Habsbourg ne se contenterait pas d'être simplement le consort d'une reine puissante. La première trahison vint déguisée en préoccupation. Philippe commença à répandre des rumeurs sur l'instabilité mentale de Jeanne. Ces moments, de passion intense, furent dépeints comme de la folie. Son dévouement au gouvernement fut décrit comme une obsession malsaine. Ses explosions de colère face aux infidélités de son mari furent présentées comme des preuves de déséquilibre. Chaque jour, davantage de nobles chuchotaient à propos de la folie de la reine. Ferdinand, père de Jeanne et roi d'Aragon, qui aurait dû être son plus grand allié, se révéla tout aussi traître. Utilisant le testament d'Isabelle comme prétexte, il tenta d'assumer la régence de Castille, alléguant que sa fille était incapable de gouverner. Le vieux roi catholique, maître de l'intrigue politique, jouait un double jeu. Publiquement, il soutenait Jeanne, tandis qu'il négociait secrètement avec Philippe. La violence explosa en 1106, lorsque Philippe et ses alliés bourguignons marchèrent sur la Castille avec une armée. Jeanne, enceinte de son 6e enfant, se vit forcée à une confrontation directe avec son mari. Lors de la historique réunion de Villafafila, Philippe présenta des documents qui déclarèrent la reine mentalement incapable. Sous la menace d'une guerre civile, Jeanne fut contrainte d'accepter un accord qui la transformait en reine de nom seulement. Le coup émotionnel fut dévastateur. Jeanne assista impuissante
tandis que Philippe prenait le contrôle total du royaume, l'isolant, progressivement, de la cour et des affaires d'État. Son fils bien-aimé, Charles, fut envoyé pour être éduqué dans les lointaines Flandres, loin de son influence. Ces dames de confiance furent remplacées par des espionnes loyales à Philippe. Chacun de ces mouvements était surveillé, chaque parole rapportée. La tension atteignit son apogée lorsque Jeanne découvrit un complot pour l'envoyer dans un couvent. Par une nuit d'orage, la reine s'enfuit du palais royal de Burgos, cherchant refuge dans une forteresse loyale. Pendant des heures, elle resta sous la pluie, refusant d'entrer jusqu'à ce que ses défenseurs arrivent. Cette scène dramatique serait par la suite utilisée comme une preuve supplémentaire de sa prétendue folie. Le pouvoir de la reine légitime de Castille diminuait chaque jour. Ses partisans étaient systématiquement écartés ou cooptés. Les villes qui avaient juré fidélité à sa couronne ouvraient maintenant leurs portes à Philippe. L'Église, qui aurait pu être une puissante alliée, maintenait un silence complaisant face au drame royal. Au milieu de cette tourmente politique, un nouvel élément surgit pour compliquer encore davantage la situation. Des rumeurs d'empoisonnement commencèrent à circuler à la cour. Philippe tomba mystérieusement malade après un banquet. Tandis que son époux bien-aimé et haï dépérissait, Jeanne affrontait un choix impossible, lutter pour récupérer son pouvoir ou rester aux côtés de l'homme qui l'avait trahi, mais qu'elle aimait encore obsessionnellement. La mort s'approchait des salons du pouvoir à Burgos, apportant avec elle la promesse de nouveaux conflits encore plus violents. Le destin de la Castille et de sa reine folle était sur le point de prendre un tournant encore plus sombre. La mort de Philippe le Beau, en septembre 1506, n'apporta pas la libération à Jeanne, mais la plongea dans un abîme encore plus profond. La reine, maintenant veuve à 27 ans, refusa d'enterrer le corps de son mari. Pendant des semaines, le cortège funèbre voyagea à travers la Castille, ne s'arrêtant que dans des couvents féminins pendant la nuit. Le corps embaumé de Philippe devint un symbole macabre du pouvoir qui échappait aux mains de Jeanne. Au sommet nominal de son pouvoir, la reine de Castille se trouvait plus isolée que jamais. Les nobles qui avaient soutenu Philippe se disputèrent maintenant le contrôle du royaume. Le cardinal Cisneros, figure puissante de l'Église, tentait de maintenir une apparence d'ordre, tout en manipulant les événements en coulisses. Les villes castillanes, craignant le chaos, réclamaient le retour de Ferdinand d'Aragon. L'obsession de Jeanne pour le corps de son mari mort fut habilement exploitée par ses ennemis. Des récits soigneusement manipulés circulaient à travers l'Europe, décrivant une reine qui embrassait les pieds du cadavre et conversait avec lui pendant les repas. La réalité, bien que troublante aussi, était plus complexe. Jeanne craignait que le corps ne soit volé ou profané par ses ennemis, à une époque où les restes mortels des souverains avaient une profonde signification politique. Ferdinand d'Aragon, son père, revint triomphalement en Castille en 1507, se présentant comme le sauveur du royaume. Son premier acte fut d'isoler encore davantage sa fille en renvoyant ses derniers serviteurs loyaux. Le vieux roi catholique, maintenant régent de Castille, tissa une toile de surveillance constante autour de Jeanne. Chaque explosion de colère, chaque moment de mélancolie, chaque geste de rébellion était méticuleusement documenté comme preuve de son incapacité. Les alliances qui soutenaient le pouvoir de Jeanne s'écroulaient une à une. Son fils, Charles, élevé à la cour flamande, devenait de plus en plus un étranger manipulé par des conseillers qui voyaient dans la folie de sa mère une opportunité d'augmenter leur propre pouvoir. La noblesse castillane, traditionnellement loyale à la couronne, se divisait en factions qui luttaient pour le contrôle des richesses du Nouveau Monde. En 1509, le coup final contre sa liberté se produisit. Ferdinand ordonna que Jeanne soit emmenée au couvent de Santa Clara à Tordesillas, une prison dorée au bord du fleuve Douro. Le déménagement fut présenté comme une mesure temporaire pour protéger la santé de la reine, mais les murs du couvent se transformèrent en sa prison perpétuelle. L'Église, qui aurait pu protester contre l'enfermement forcé d'une reine sacrée, maintint un silence complice. Le cardinal Cisneros, plus intéressé à maintenir son pouvoir comme inquisiteur, général qu'à défendre la justice, donna sa bénédiction à cet arrangement. Les confesseurs désignés pour Jeanne avaient des ordres exprès de rapporter chacune de ses paroles, transformant même le sacrement de la confession
en instrument de contrôle. À Tordesillas, Jeanne conservait officiellement le titre de reine de Castille, mais son pouvoir réel s'était réduit aux limites de ses appartements. Sa seule compagnie constante était sa plus jeune fille, Catherine, maintenue avec elle davantage comme otage que comme réconfort. Les fenêtres grillagées de ses appartements offraient une vue cruelle sur le monde extérieur, un royaume qui était encore le sien de droit, mais qu'elle ne gouvernerait plus jamais. Le pilier final de son autorité s'écroula avec la mort de Ferdinand en 1516. Son fils Charles, maintenant âgé de 16 ans, hérita non seulement de l'Aragon, mais prit également le contrôle effectif de la Castille, même avec Jeanne encore en vie et étant la reine légitime. Le jeune prince, éduqué en Flandre et étranger aux traditions espagnoles, ne manifesta aucun intérêt à libérer sa mère. Pour lui, la folie de Jeanne était une justification commode pour son propre pouvoir. L'année 1517 marqua le début de l'effondrement final de l'autorité de Jeanne. Son fils Charles, maintenant roi de fait, ordonna un contrôle encore plus rigoureux sur sa mère. Le jeune monarque, qui parlait à peine l'espagnol et considérait l'Espagne simplement comme un territoire de plus dans son vaste empire, désigna le marquis de Dénia comme geôlier officiel de Jeanne à Tordesillas. Dénia se révéla être un tortionnaire psychologique méticuleux. Ses lettres à Charles, préservées dans les archives royales, révèlent un programme systématique de destruction d'esprit. Les serviteurs loyaux à Jeanne furent remplacés par des espions. Son accès aux visites fut drastiquement réduit. Même ses pratiques religieuses furent contrôlées, les messes étant refusées comme forme de punition lorsqu'elles montraient n'importe quel signe de rébellion. Les erreurs du passé exigeaient maintenant leur prix. L'obsession pour Philippe, que ses ennemis avaient utilisée pour remettre en question sa santé mentale, se transforma en une blessure qui ne cicatrisa jamais. Son refus initial d'assumer un rôle plus actif dans le gouvernement, préférant laisser son mari diriger, avait créé un vide de pouvoir que d'autres avaient rapidement comblé. Sa confiance mal placée en Ferdinand s'était avérée fatale. La situation se détériora encore davantage lorsque Charles ordonna le retrait de sa sœur Catherine, l'unique compagnie constante de Jeanne ces dernières années. La jeune princesse fut envoyée au Portugal pour un mariage arrangé, laissant sa mère dans un isolement complet. Les cris de Jeanne résonnant dans les couloirs de Tordesillas cette nuit-là furent soigneusement enregistrés comme une preuve supplémentaire de sa folie. La population, qui soutenait auparavant sa reine légitime, commença à accepter le récit officiel. Les histoires de sa prétendue folie, répétées pendant des années, avaient créé des racines profondes dans l'imaginaire populaire. Les rebelles qui tentaient occasionnellement d'utiliser son nom comme bannière de légitimité étaient rapidement réduits au silence. La reine folle était devenue plus une légende qu'une souveraine. En 1520, lorsque la révolte des Comuneros explosa en Castille, les rebelles tentèrent de libérer Jeanne et de restaurer son pouvoir. Pendant un bref moment, elle eut la chance de récupérer sa couronne. Les chefs Comuneros arrivèrent à Tordesillas et la trouvèrent lucide et éloquente. Mais des années d'enfermement et de manipulation avaient prélevé leur tribut. Jeanne, craignant un piège ou simplement paralysée par l'indécision, ne put agir de manière décisive. L'opportunité s'échappa entre ses doigts comme du sable. L'échec des Comuneros scella définitivement son destin. Charles, furieux de la tentative d'utiliser sa mère contre lui, ordonna un régime d'enfermement encore plus sévère. Les fenêtres de ses appartements furent réduites à de petites fentes. Des gardes armés se mirent à accompagner chacun de ses mouvements. Son confinement se transforma en emprisonnement déclaré. L'isolement devint absolu. Même les ambassadeurs étrangers, qui auparavant obtenaient des audiences occasionnelles, furent interdits. Les lettres qu'elle tentait d'envoyer étaient interceptées et détruites. Ses demandes pour voir ses petits-enfants étaient systématiquement rejetées. Le monde extérieur se transforma en simples ombres et rumeurs distantes. L'effondrement. Mental, si redouté et en même temps si désiré par ses geôliers, commença à se manifester véritablement. Privée de stimuli, de compagnie et de dignité, Jeanne se réfugia de plus en plus dans un monde intérieur de souvenirs et de fantasmes. Ses conversations avec Philippe, auparavant une expression de deuil, devinrent son unique réconfort dans le silence oppressant de Tordesillas.
Une crise irréversible approchait. Le marquis de Denia, dans ses lettres à Charles, commença à suggérer des mesures encore plus drastiques pour contrôler l'obstination de la reine. Le mot « emmurement », le confinement total entre 4 murs, commença à apparaître dans sa correspondance. Le destin final de la légitime reine de Castille était sur le point d'être scellé de la manière la plus cruelle possible. En 1525, le marquis de Denia exécuta sa menace la plus cruelle. Avec l'approbation tacite de Charles Quint, il ordonna l'emmurement partiel des appartements de Jeanne dans le couvent de Tordesillas. Les fenêtres furent complètement fermées avec des briques, ne laissant que de minuscules fentes pour le passage de l'air. La lumière du soleil, dernier réconfort de la reine captive, se transforma en un souvenir lointain. Le processus de déshumanisation atteignit son apogée lorsque les serviteurs reçurent l'ordre d'entrer dans ces appartements, uniquement pour déposer de la nourriture et accomplir des tâches essentielles, avec interdiction d'adresser la moindre parole à la reine. Le silence forcé, interrompu seulement par le son des cloches de l'église et ses propres lamentations, devint sa seule compagnie constante. L'église, par l'intermédiaire de l'archevêque de Santiago, conduisit un jugement informel sur l'état mental de Jeanne. Le verdict était décidé avant même le début des investigations. Théologiens et médecins soigneusement sélectionnés présentèrent des rapports qui mélangeaient superstition médiévale et préjugés politiques. Son refus de participer aux messes qui lui étaient souvent refusées comme punition, fut présenté comme preuve d'hérésie. Les accusations se multipliaient dans les documents officiels. Son obstination à s'affirmer comme reine légitime fut classée comme délire de grandeur. Ses tentatives de communiquer avec le monde extérieur furent étiquetées comme comportement paranoïaque. Son deuil prolongé pour Philippe, qui durait déjà 2 décennies, fut décrit comme preuve définitive de déséquilibre mental. Le marquis de Denia produisit un rapport dévastateur pour Charles Quint, décrivant de supposés épisodes de violence et de blasphème. Il omit commodément que ces épisodes étaient des réactions à des provocations délibérées et des privations imposées. La colère d'une prisonnière injustement confinée fut transformée en symptôme de folie incurable. La cour impériale. À Tolède, où Charles Quint régnait comme empereur du Saint-Empire romain germanique, reçut ses rapports avec un apparent chagrin officiel, mais un soulagement secret. La folie de Jeanne fournissait la justification parfaite pour son usurpation continue du trône castillan. Les courtisans, dont beaucoup n'avaient jamais connu la reine personnellement, répétaient les histoires de sa folie comme des faits établis. La noblesse castillane, auparavant divisée dans sa loyauté, s'unissait maintenant dans le rejet de sa reine légitime. Ceux qui avaient témoigné de sa lucidité pendant la révolte des Comuneros restaient silencieux, craignant des représailles. Les familles qui devaient leurs fortunes et titres au roi catholique se retournèrent contre leur héritière avec une férocité particulière. Le peuple ordinaire qui chantait autrefois des ballades sur la tragique histoire d'amour de Jeanne pour Philippe chuchotait maintenant des histoires effrayantes sur la reine folle de Tordesillas. Les pèlerins qui passaient près du couvent faisaient le signe de la croix. Les mères utilisaient son nom pour effrayer les enfants désobéissants. Sa tragédie personnelle se transforma en une légende noire. En 1526, une décision finale fut prise concernant son destin. Charles Quint, se préparant à étendre encore plus son empire, avait besoin d'éliminer toute remise en question de son autorité. Le Conseil royal, sous sa direction, émit un décret qui déclarait effectivement Jeanne incapable d'exercer toute autorité royale. Son nom continuerait à apparaître sur les documents officiels, mais seulement comme une formalité vide. La punition finale fut exécutée avec une cruauté bureaucratique méticuleuse. Ses appartements furent encore réduits, se transformant effectivement en cellules. Le nombre de gardes fut augmenté. Ses dernières possessions personnelles, y compris des portraits de famille et des livres, furent retirés. La reine, qui avait hérité du royaume le plus puissant de la chrétienté, était maintenant réduite à une prisonnière sans nom, attendant une mort qui tarderait encore de nombreuses décennies à venir. Le 12 avril 1555, après 46 ans d'enfermement, Jeanne de Castille trouva enfin sa libération à travers la mort. Ses derniers moments furent marqués par un éclair de lucidité
qui terrifia ses geôliers. Sur son lit de mort, elle reçut les derniers sacrements avec dignité royale, se déclarant une dernière fois la légitime reine de Castille. Le marquis de Denia enregistra avec malaise qu'elle mourut plus saine qu'elle ne l'avait jamais été. Son corps fut préparé avec une hâte indécente. Vêtue de l'habit franciscain, elle fut enterrée initialement dans la chapelle royale de Grenade, aux côtés de Philippe le Beau, dans un dernier acte d'union avec l'homme qui avait contribué à sa destruction. La cérémonie fut brève, sans la pompe que sa position de reine exigeait. Charles Quint, son fils et geôlier, n'assista pas aux funérailles, envoyant seulement des représentants. La machine de propagande impériale travailla rapidement pour solidifier le récit officiel. Des chroniqueurs reçurent instruction de dépeindre Jeanne comme une figure tragique, dont la folie d'amour avait rendu nécessaire son enfermement. Les documents qui auraient pu contredire cette version furent systématiquement retirés des archives royales. L'histoire de la reine folle fut soigneusement construite pour justifier l'usurpation de son trône. Ironiquement, les réformes administratives que Jeanne avait défendues dans sa jeunesse furent progressivement mises en œuvre par Charles Quint. Son système de contrôle bureaucratique, qu'elle avait étudié aux Pays-Bas, devint la base de l'administration impériale espagnole. Ses ennemis adoptèrent ses idées tout en maintenant son nom dans les ombres de l'histoire. Les conséquences de son enfermement résonnèrent pendant des générations. Le précédent d'utiliser la folie comme justification pour écarter des héritiers légitimes devint un dangereux outil politique dans les cours européennes. Le traitement de Jeanne établit un modèle sombre pour traiter les membres inconvenants de la royauté, particulièrement les femmes qui osaient revendiquer leur propre pouvoir. L'histoire se vengea de ses persécuteurs de manières inattendues. Charles Quint, le fils qu'il avait maintenu captive, termina ses jours dans un monastère, tourmenté par la dépression et le remords. L'empire qu'il avait construit sur l'usurpation du trône de sa mère commença à s'effondrer encore durant, la dynastie des Habsbourg, qui avait utilisé Jeanne comme pont pour contrôler l'Espagne, finirait par s'éteindre en raison de générations de mariages consanguins. Des siècles plus tard, des historiens modernes commencèrent à remettre en question le récit traditionnel. Des documents survivants révélèrent une femme d'intelligence exceptionnelle, d'éducation raffinée et de force remarquable, qui résista pendant des décennies à des tentatives systématiques de briser son esprit. Ces supposées explosions de folie s'avérèrent être des réponses compréhensibles à des provocations délibérées et cruelles. L'héritage de Jeanne demeure comme un témoignage de la fragilité du pouvoir féminin dans un monde dominé par les hommes. Sa tragédie personnelle éclaire les structures d'oppression qui ont continué à façonner l'histoire bien après sa mort. La folie qui lui fut attribuée révèle davantage sur ses accusateurs que sur elle-même. En définitive, Jeanne de Castille, la reine qui ne cessa jamais d'être reine, représente un jalon dans l'histoire de la lutte pour le pouvoir et la légitimité. Sa résistance silencieuse durant des décennies d'enfermement démontra une force de caractère que ses contemporains ne purent ou ne voulurent pas reconnaître. Dans son refus d'abdiquer, même face à la torture psychologique systématique, elle maintint vivante la vérité de son droit légitime au trône. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez cheminé avec nous à travers les salles sombres de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, inscrivez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de la dernière impératrice byzantine, la chute de Constantinople. Nous nous retrouverons là-bas. La traduction est maintenant complète. J'ai traduit l'intégralité du texte portugais en français, en conservant le style narratif et dramatique de l'original. Le texte raconte l'histoire tragique de Jeanne de Castille, également connue sous le nom de Jeanne la Folle. Son ascension, son mariage avec Philippe le Beau, et comment elle fut progressivement écartée du pouvoir et enfermée pendant 46 ans jusqu'à sa mort, sous prétexte d'une prétendue folie. J'ai également préservé les éléments de style caractéristiques d'une chaîne YouTube ou d'un podcast, comme les appels à s'abonner et à laisser des likes, ainsi que l'annonce du prochain épisode sur la dernière impératrice byzantine.